Difficile de savoir de quoi parler après tout ça. En fait, je vais revenir à redescendre un peu plus sur le terrain français. Et là, je réfléchis effectivement à ce dont je pourrais parler pour compléter un peu ces divers éclairages. Là, sur la nécessité du métapolitique, là, sur l'ingénierie sociale qu'il y a derrière Macron pour nous imposer quelque chose qui se rapproche, à mon avis, du coup d'État, en réalité. Et puis aussi voir que ce coup d'État s'inscrit dans un calendrier, on va dire, mondialiste. Parce que même si on n'a pas toutes les informations, il suffit d'écouter ce que dit Attali, et on comprend très bien qu'il veut un gouvernement mondial et qui dit que Jérusalem serait une jolie capitale pour ce gouvernement mondial. Donc en fait, les choses ne sont pas si cachées que ça, on les sent quand même bien venir, et elles sont même, je dirais, avec Macron, de plus en plus affirmées, je dirais, aux yeux de tous. Je pense que par rapport au travail qu'on fait, par exemple, de décryptage, effectivement, des choses cachées de la domination politique, que nos ennemis appellent le complotisme, je pense qu'aujourd'hui, avec Macron, on a passé un stade, c'est l'histoire de la photo avec la pyramide et l'œil, c'est qu'en fait, ils se disent maintenant qu'ils peuvent en fait proposer en pleine lumière et officiellement ce projet de domination mondialiste, et ils sont plutôt dans une stratégie de le faire accepter, puisque de toute façon c'est de plus en plus visible, et comme ça devient de plus en plus compliqué pour eux de le nier, je pense que la nouvelle stratégie est plutôt de le faire accepter, et je pense que l'élection de Macron était la démonstration qu'avec beaucoup d'argent, beaucoup de volonté et de vision stratégique, et beaucoup de moyens, quels qu'ils soient, on pouvait arriver à quelque chose qui était l'élection de Macron à 60 et quelques %. C'est-à-dire, effectivement, les gens admettent qu'un jeune qu'on a vu nulle part arrive effectivement à devenir président de la République tout en disant que la culture française n'existe pas, en cooptant une ministre qui dit qu'elle ne s'est jamais sentie française. Enfin, on voit bien en gros que on est dans la phase de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu un travail sur le peuple français de soumission, par diverses choses, la diabolisation et la menace sur les dissidents, parce que même on voit que malgré le travail de Marine Le Pen de dédiabolisation, qui est quand même un travail de soumission idéologique, malgré tout, au moment de l'élection, elle se fait pratiquement traiter de nazi, notamment par Monsieur Delanoë, qui revient de Tunisie pour nous sortir ce genre de choses. Donc on voit bien qu'il y a cette domination qui se met presque en place en pleine lumière, ce qui fait qu'à la limite, de plus en plus, tu pourras parler ouvertement de ce genre de choses, puisque la question que pourraient dire les gens, c'est finalement, pourquoi pas? Nous sommes tous sur une petite planète, cette planète pourrait devenir notre pays à nous sommes tous frères, et finalement, il y a des gens qui ont la compétence pour nous gérer, puisque nous sommes, sinon, rappelons-nous de la phrase de Macron, la nation, c'est la guerre. Donc, c'est-à-dire que la paix, c'est le mondialisme, la paix c'est la nation-monde d'une certaine manière, et il y a des gens qu'on appelle la communauté internationale. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que veut dire communauté internationale. C'est la communauté qui est présente à l'international, c'est-à-dire qui est chez elle partout et qui est représentée dans toutes les nations. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire exactement. Il n'y a qu'une communauté internationale en réalité. Nous ne sommes qu'une communauté nationale, et je ne connais pas d'autres communautés internationales, à part peut-être les Gitans qui ont donné Django Reinhardt. Donc nous sommes bien effectivement dans une succession d'étapes, des espèces de sauts qualitatifs, dont Macron est une étape importante, puisque on voit bien d'ailleurs qu'il a été face à Marine Le Pen, c'est-à-dire quoi qu'on pense ou quoi qu'on dise de Marine Le Pen, c'est-à-dire le challenger qui a été choisi finalement pour incarner toutes les idées du passé, les idées faites pour être battues, les idées qui se sont finalement affirmées lors du débat du deuxième tour, où à un moment donné on a eu la victoire manifeste de l'avenir, du progrès, on va l'appeler comme ça, de la jeunesse, de la beauté même, face à quelque chose qui se crispait, qui refusait, comme on refuse l'ordre naturel des choses, le destin, par incompétence, par jalousie, par disgrâce. Et c'est ce qu'on a vu en fait le soir du débat du deuxième tour. Alors est-ce que ça est un accident? Est-ce que à quel point c'était programmé? J'avais, la dernière fois que j'étais passé chez Tadei, rappelez-vous, dit que le système mettrait en place une dédiabolisation du Front National, ce que j'appelle le politiquement incorrect correct. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les réseaux de pouvoir mondialistes qui aimeraient un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire un deuxième tour Strauss-Kahn-Marine Le Pen, pour que Strauss-Kahn gagne avec 65% des voix face à la menace fasciste, et que Besancenot et Mélenchon puissent appeler à voter pour le patron du FMI sans passer pour les ordures et les traîtres qui seront... Parce que face à Marine Le Pen, il y a toujours la peur fasciste. Ils ne pourront le faire qu'à cette condition. Qui amènerait finalement Marine à faire gagner, quel que soit son adversaire à plus de 65%.
Je le disais à l'époque en pensant à Dominique Strauss-Kahn. Et rappelons-nous, tu l'as peut-être pas rappelé, mais tu peux le confirmer, que les 3/4 des gens qui sont, pas les 3/4, mais une bonne partie du staff qui est derrière Macron, ce sont ceux qui étaient déjà en place pour amener DSK, et dès 2007, et que si on n'a pas eu DSK à l'époque, c'est que DSK, on peut penser à un premier niveau qu'il a glissé sur sa bite, mais en réalité, quand on a creusé l'affaire, on se rend bien compte que DSK était en train de faire basculer le FMI hors du dollar, et l'amener à Israël, avec d'ailleurs la complicité naïve de Kadhafi, ce qui lui a sans doute coûté la vie, et que si comment dirais-je, Strauss-Kahn a été sorti de la politique pour une pratique qui était une pratique courante chez lui, hein, c'est que les Américains, à un moment donné, ont voulu empêcher comment dirais-je, le FMI dollar de leur échapper. Hein. Et que ça a retardé d'une certaine manière le calendrier pour la France. Puisqu'en réalité, si Macron est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui avec Macron devait se passer déjà avec DSK à l'époque. Et on voit derrière Macron toutes les forces en réalité du mondialisme. C'est pour ça que là, je peux quand même me plaindre de Marine Le Pen qui essaye de nous faire croire à un moment donné que Macron est dans la main de l'UOIF, c'est-à-dire une espèce comment on pourrait appeler, de kermesse au Bourget musulmane, sachant effectivement qu'il n'y a pas il y a une réalité des musulmans, mais il n'y a pas d'islam unifié. Et je pense que quand Marine dit que Macron est dans la main de l'UOIF, alors qu'il a derrière toute l'oligarchie mondiale très très marquée d'un point de vue, elle se discrédite parce que les Français n'y croient pas et ce n'est pas crédible. Et deuxièmement, elle montre bien, je dirais, son manque de virilité dans la résistance, c'est-à-dire finalement de combattre un communautarisme qui effectivement est peut-être réel, mais très faiblard, et qui de toute façon n'est jamais que comme communautarisme, la volonté d'un communautarisme bien plus puissant et bien plus dominateur. Et je pense que quand on a ce genre de malhonnêteté intellectuelle, comment dirais-je, manque de courage politique, quelque part, on n'incarne pas réellement la résistance française, et finalement, on est de fait que le sparring partner de celui qui est programmé, lui, pour vaincre, et c'est ce à quoi on a assisté, effectivement, à la fin de cette présidentielle, et notamment au moment du débat du deuxième tour, dont je peux dire, moi, quelque part, qu'on peut en faire une analyse psychologique, à savoir qu'il est tellement aujourd'hui difficile et dangereux de combattre le processus du nouvel ordre mondial incarné par Macron, que, à mon avis, ce n'est pas une femme arrivée à la politique par hasard et qui a 3 gosses qui peut effectivement assumer ce poids gigantesque, sachant que si Marine Le Pen avait été élue, elle aurait mis en danger le calendrier mondialiste et fait repartir en arrière le balancier de l'histoire. Et c'était carrément, je dirais, un poids tellement gigantesque et un risque tellement gigantesque et une violence tellement gigantesque que je crois qu'elle a subi un peu, comment dirais-je, une défaillance psychologique à peu près comparable au boxeur qui défiait Mike Tyson, vous savez, et qui était très brillant dans la pré-campagne et jusqu'à la pesée, et qui au moment de monter sur le ring s'effondrait littéralement. Je pense qu'on a assisté à un effondrement de Marine Le Pen qu'on ne peut pas lui reprocher. Car pour effectivement aujourd'hui s'opposer à la marche en avant du nouvel ordre mondial dont Macron est une étape très importante, il faut bien plus que du politiquement incorrect correct, il faut bien plus que la gestion d'une boutique de manière très amateur, et il faut bien plus qu'un parti où les dirigeants sont soit des semi-incompétents, soit je dirais des opportunistes, soit même des traîtres. Hein. Je ne vais pas citer de nom parce que j'ai déjà suffisamment de procès, mais je vous rappelle que le Front National m'a intenté en tout, par ses divers représentants, 6 procès que j'ai perdus. 3 par Choprade, 3 par Alliot, et je vous rappelle quand même que, alors que j'ai fait campagne dans la même logique que mon camarade ici, pour le Front National, par mes vidéos qui s'appelaient Soral vite, et par le travail de Vincent Lapierre, qui allait prendre le risque d'aller au cul des meetings de Macron pour montrer que les gens qui étaient invités là ne savaient même pas pourquoi ils votaient Macron, mais savaient qu'ils étaient là pour voter. Malgré tout ça, 2 jours avant le deuxième tour, un type comme Louis Alliot, dont j'aimerais bien savoir à quoi il sert au Front National, à part à maintenir le Front National comme parti finalement faire valoir et idiot utile du système, s'est vanté devant Zemmour de m'avoir fait condamner par la justice et m'a craché littéralement à la gueule pour évidemment être certain que les gens que je pouvais amener comme Dieudonné
au Front National pour amener les électeurs qu'ils n'ont pas, parce qu'à un moment donné, dans cette logique électoraliste qui n'est pas forcément la mienne, il faut faire 50,1%. Hein. J'ai reçu derrière des centaines de messages qui m'ont dit j'ai voté au premier tour et je l'ai fait pour vous, je ne voterai pas au deuxième tour, quand on voit comment vous êtes traités par ces gens-là. Effectivement, je pense qu'il y a des gens au Front National qui sont terrifiés par la prise du pouvoir, car ils n'en ont absolument pas le niveau, et qui effectivement acceptent ce rôle de, je dirais, de lion dans une cage dorée qui avait été imposé au père, mais qui avait été imposé au père. Ils l'ont en réalité soit consciemment, soit inconsciemment, soit stratégiquement validé. Et je pense que malheureusement, je le dis là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon camarade, on va dire le summum de la trajectoire du Front National, c'était la dédiabolisation de Marine, qui était de renoncer à beaucoup de fondamentaux doctrinaux et idéologiques pour finalement doubler un score qui est passé de 18 à, on va dire, on pourrait dire 36 si on veut, mais on s'en fout. Mais que de 18 à 36, ça fait quand même 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est-à-dire que ça fait un Macron qui est élu avec 66% des voix, ce qui est un plébiscite, alors que c'est le deuxième aspect de ma diatribe. Il est en réalité minoritaire en France. Il faut bien le comprendre. La prise du pouvoir par Macron est un coup d'État à plusieurs niveaux. D'abord parce que je suis certain, moi, que le premier tour a été volé, c'est-à-dire qu'il a été mis premier du premier tour alors qu'il n'y était pas, et qu'après, effectivement, il était certain que quiconque était au deuxième tour face à Marine était élu, compte tenu effectivement de la réalité des médias, de la réalité des lobbies, de la réalité des soumissions, etc. Donc on ne peut pas reprocher à Marine de ne pas avoir été élue, parce que même si elle avait été excellente dans le débat du second tour, elle aurait peut-être pu monter à 42, voire 45%, c'était quand même une défaite. Alors après, il y a l'idée peut-être qui est la tienne, c'est qu'à force de monter, eh ben on finit par gagner. Mais je crois que dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle les alternances fonctionnelles, les ruptures et les sauts qualitatifs. On est dans un monde hegelien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les cartes sont rebattues. Et là, je crois que les cartes ont été rebattues au niveau de la présidence Macron. Et je vais vous dire, je vais l'aborder en vous disant, j'improvise là avec le talent qui est le mien. C'est-à-dire que j'essaie de dire ce qui n'a pas été dit par mes autres camarades. Je vais m'appuyer sur la colère d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a été très mécontent de l'élection de Macron. Alors qu'on pourrait dire, à la limite, si on comprend le calendrier mondialiste, que ça correspond à sa vision. En fait, là, je veux bien valider l'idée des deux camps qui se battent chez les sionistes. C'est qu'en fait, l'idée d'Éric Zemmour était de tendre la main au Front National dans la même logique que Mitterrand avait tendu la main au Parti communiste lors du programme commun. L'idée, c'était que par une alliance de la droite et de ce qu'on appelle l'extrême droite, la droite récupère et dissolve l'extrême droite. Hein. C'était comme ça qu'on avait confié le rôle à Mitterrand d'absorber et de détruire le Parti communiste, le baiser de la mort du programme commun. Et Zemmour se disait, on va faire la même chose avec le Front National, on va lui permettre, en levant l'interdit effectivement du Bnebrit qui s'appelle l'arc républicain, on va permettre à la droite bourgeoise de gagner les élections enfin, alors qu'étant majoritaire, elle ne fait que les perdre depuis la stratégie Mitterrand, qui interdit à la droite d'accepter les voix de l'extrême droite, ce qui fait que depuis des années, on a une droite majoritaire mais qui perd les élections, parce que si à gauche, le PS a le droit de prendre les voix de l'extrême gauche et du Parti communiste, à droite c'est interdit. Donc Zemmour, qui est tout sauf un idiot, disait on va à nouveau gagner les élections parce que nous sommes majoritaires en France en tant qu'homme de droite, parce que lui-même se considérait comme un bourgeois de droite, on le voit dans ses positionnements, en levant l'interdit du Bnebrit contre le Front National, en disant lors de ces différents colloques, aujourd'hui l'extrême gauche musulmane et les Palestiniens sont bien plus dangereux que l'ex-bourgeoisie antisémite qui est devenue philosémite depuis 1945 et de plus en plus depuis les 20 dernières années. Donc c'est stupide de bloquer l'extrême droite, faisons-la participer au gâteau du pouvoir, et ça ne fera que renforcer finalement le pouvoir de la droite libérale, ce qui est la volonté économique, et en plus en amenant une extrême droite de collaboration. On le voit bien, puisque l'extrême droite qui est pour ce qu'on appelle l'union des droites est en général l'extrême droite bourgeoise et sioniste. Donc en fait, dans l'esprit de Zemmour, c'est que ça renforcerait la bourgeoisie sioniste au pouvoir sur les deux lignes qui l'intéressent profondément, c'est le libéralisme économique, car c'est un homme de droite, et aussi très subtilement et très discrètement, le sionisme. Mais, c'est là que j'en viens, avec l'élection de Macron, tout a changé. Car en réalité, la stratégie qui consistait à faire détruire le Parti communiste par le PS et donc à faire détruire le Front National par les Républicains, le génie de ce qu'il y a derrière Macron, c'est d'avoir fait d'une paire de coups. Avec le parti unique qu'ils ont créé, ils ont détruit et le PC et le PS. C'est-à-dire qu'ils ont réglé le truc définitivement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un parti unique central qui est la validation officielle, puisque je vous dis qu'aujourd'hui, on veut faire accepter aux gens, quoi ? Ce que je dénonce depuis des années, c'est-à-dire
ce qu'on appelle l'UMPS, c'est-à-dire le pouvoir libéral-libertaire, hein, où le libertaire est au service du libéral, c'est-à-dire le progressisme sociétal au service de la réaction, en réalité, économique. Hein. Voilà. Macron a créé aujourd'hui, avec beaucoup de force derrière lui, c'est un casting à Macron, c'est un type on pourrait dire pourquoi il a été casté, il a des tas de qualités. Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent, et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. C'est un premier de la classe, c'est un hyper narcissique, il a séduit sa prof. Et il a obligé sa prof à lâcher son mari et ses 3 gosses. Donc c'est pas une histoire de pédophilie, c'est l'inverse. C'est un gamin de 15 ans qui se dit, par mon charisme profond et par ma volonté profonde, je peux quelque part faire plonger dans le chaos une famille adulte. Il faut bien comprendre que c'est ça. C'est un type qui est premier de la classe, énarque, banquier Rothschild dans les négociations de fusion-acquisition, c'est-à-dire dans les destructions d'emplois et de richesses réelles. Donc c'est un type qui a été détecté pour être un type qui adore. Il est très mauvais en meeting parce qu'il n'a pas la virilité et que c'est parler devant du monde, mais il est très très bon en face à face. Hein. Donc il a été choisi pour sa capacité de séduire, de mentir, et pour la très grande confiance en lui qu'il a, qui peut d'ailleurs être le danger, on en avait parlé tout à l'heure, on va dire le danger Kennedy, c'est que quand il va voir les types de Whirlpool en passant derrière Marine, il a cette jouissance d'aller retourner d'équipe en ayant très confiance dans sa capacité dialectique, mais si la crise s'aggrave, et elle devrait s'aggraver compte tenu du projet qu'il y a derrière, il peut très bien se prendre un jour une décharge de 12 d'un paysan désespéré ou d'un ouvrier également désespéré. Mais je pense que ceux qui l'ont casté parce qu'ils savent que c'est un rôle dangereux et qu'il a l'arrogance, la jeunesse et je dirais la naïveté qui a derrière aussi ce narcissisme pour aller lui-même au charbon de manière très dangereuse. Parce que si jamais demain, effectivement, on implique les armées françaises dans des combats beaucoup plus durs, avec beaucoup plus de morts en Ukraine ou en Syrie, il va falloir, pour continuer avec le président de la République et le chef des armées qu'il est, une certaine dose, je dirais, d'inconscience et une capacité de prise de risque, effectivement, qui nous ramène beaucoup à Kennedy. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut devenir très dangereux pour lui. Et ça, c'est son destin, et à la limite, ça ne nous regarde pas. Voilà. Enfin, je veux dire, ça sera, il y a de l'ordre de la justice immanente dans tout ça, etc. C'est pas moi que ça fera le plus pleurer, je dirais. Voilà. Mais alors, comprendre aujourd'hui, effectivement, que nous sommes face à un parti unique, gauche-droite, officielle et affichée, c'est-à-dire droite des valeurs, non c'est l'inverse, droite du travail et gauche des valeurs, hein, c'est l'inverse, c'est-à-dire gauche sociétale, LGBT, tout ce que immigrationniste, tout ce que vous voulez, et de l'autre côté droite d'affaires la plus dure, hein, c'est-à-dire appliquer enfin en France et face à l'exception française le projet thatchérien, le projet anglo-saxon, effectivement de sortir en fait de la gestion collective, notamment syndicale, des rapports sociaux pour passer à de l'individualisme pur au nom de la toute-puissance de l'individu, c'est-à-dire start-up pour ceux d'en haut et Uber pour ceux d'en bas, hein, qui est aussi, il faut le rappeler, la vision qu'il est impossible de critiquer face à des jeunes. Hein. Tous les jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariés, sont fascinés par ce qu'on appelle le nomadisme économique. C'est très difficile de leur faire comprendre quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre que le jour où ils sont mariés et qu'ils ont des enfants. Où là, ils veulent pouvoir se fixer, régler le problème de la constance de la scolarité, acheter un domicile, c'est-à-dire sortir de la précarité. C'est pour ça aujourd'hui que la domination, je dirais, de ce mondialisme libéral se fait, 1, sur les très jeunes et 2, sur les vieux. Les vieux votent sécurité de la rente, et les jeunes votent nomadisme positif, c'est-à-dire comme c'est génial d'aller à Londres, etc., tant qu'on a 20 ans, dans des petits boulots précaires, ça fait des souvenirs. Hein. Et effectivement, nous avons perdu les élections par les jeunes et par les vieux. Et ceux d'ailleurs qui sont solides, c'est vous qui êtes aujourd'hui, c'est ceux qui ne sont ni jeunes ni vieux. C'est-à-dire qui sont les adultes qui assument le principe de réalité avec la meilleure conscience politique et qui sont majoritaires en France et qui l'ont, je vous le rappelle avec l'élection de Macron, dans le cul. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une autre question que j'aborde avec ce parti unique libéral-libertaire affiché. Hein, voilà. Hein, on avait ce bricolage déjà qui avait été tenté par Sarkozy, qui s'était fait lire comme homme de droite et qui avait, en tordant le bras, appelé un ministre comme Kouchner, et qui finalement, en deuxième noce, lui avait épousé une bobo qui était Carla Bruni. On était déjà dans cette alliance libérale-libertaire, mais elle était, je dirais... elle était le fruit d'une aventure individuelle, hein, c'était le sarkozysme. Avec Macron, on est passé de l'individuel au structurel, hein, c'est-à-dire c'est réellement le parti
on est réellement dans un parti unique central, avec à la marge une droite qu'on laisse survivre à condition qu'elle serve quand on a besoin d'elle, et une gauche qu'on laisse survivre pour la même raison. C'est-à-dire que traditionnellement la France c'était un pays bipartite avec une gauche et une droite, et ce qu'on appelait le mystère des voix centristes, c'est-à-dire les radicaux de gauche ou valoisiens, qui avec leurs 2-3% venaient tapiner entre les deux tours pour savoir de quel côté ils allaient faire basculer la balance. Avec Macron, on a un changement radical et profond de la tradition française, c'est qu'on a un parti central unique, ce qui était le rêve de Bayrou, c'est pour ça que Bayrou s'est rallié, parce que Bayrou rêvait de régner au centre, mais lui n'avait pas les lobbies mondialistes derrière lui pour l'imposer. Macron l'a fait, c'est-à-dire que maintenant on a un parti unique central, libéral, libertaire, gauche sociétale, droite d'affaires, c'est-à-dire tout ça est dans le sens du nouvel ordre mondial, du mondialisme, de la destruction des nations, de l'idéologie de la Shoah. Il a tout fait pendant la campagne. Il est allé à Oradour, il est allé au mémorial de je sais pas machin, il a bien dit que la nation c'était la guerre. Enfin, je veux dire, tout était bien quand même sur le tapis. Et après, il a fait voter, je vous dis, des jeunes qui étaient sur une dynamique, c'est-à-dire en marche. Quand vous dites à un jeune on y va, il dit oui, il vous dit pas où on va. Lui, ce qu'il veut, c'est bouger. Voilà. Donc effectivement, ça a été très bien joué. Aucun programme économique, il n'y a pas besoin. Là, ça sera une critique que j'ai fait du programme de Marine. Le Front National a voulu se faire prendre au sérieux en produisant un programme économique très sérieux, très structuré. 1, les Français ne comprennent rien à l'économie. 2, ils s'en foutent. 3, l'économie n'est pas une science. C'est-à-dire, en général, on vote pour une dynamique, quelque chose qui donne envie. Or, excusez-moi, des beaufs qui gueulent, on est chez nous à des meetings de Marine Le Pen, et qu'on voit, chaque fois qu'on voit la télé, des chômeurs en fin de droit de la région des Nains-Beaumont, ça fait envie à personne. Il y a quand même une réalité. Au moins nous, à ER, on est une avant-garde. Il y a des jeunes, il y a des gens qui ont quelque chose qui pétille dans les yeux. Malheureusement, au meeting de Marine Le Pen, qui s'est pris pour je dirais, la Dalida des beaufs, ça c'est une autre critique que je vais faire. Oui, bien sûr, c'est le moment il y a eu le militantisme forcené qui a été le nôtre jusqu'à l'élection. On a soutenu l'entraîneur de l'équipe et l'équipe tant qu'il n'y avait pas le match. Après, il y a eu la colère. Non, je dirais la consternation de l'effondrement et la colère de la défaite. Et cette colère, pour moi, c'est Marine Le Pen dansant le soir de la défaite sur du Jean-Jacques Goldman. Ça ne passera jamais pour moi, jamais. C'est une honte. Et ça prouve que quelque part, elle n'avait pas en elle la dimension qu'elle prétendait avoir, parce que sinon elle se serait couverte de cendres le soir de la défaite, et au moins pour respecter ses militants et les gens comme moi qui mettent leur vie en danger pour la cause nationale, et réellement, pas qui vivent sur la rampe d'une boutique. Moi, ça me coûte cher de me battre pour ces gens-là, eux, ça leur rapporte, aux Alliot et à tous ces députés européens qui ne veulent surtout jamais du pouvoir. Pour moi, ça, c'était comment dirais-je, l'image de trop, voilà. Il y a après la réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé. On a assisté en France à une sorte de coup d'État mondialiste avec le big data, avec l'argent, avec les réseaux mondialistes, avec les bébés des coins, enfin tous ces jeunes énarques qui ont été formés. Alors après, face à ça, il y a eu, on va dire, on est un peu dans la consternation et quelque part même une forme de fascination. On se dit, putain, ça a été on l'a pas vu venir quelque part. On s'est dit Macron, quand il aboie dans ses meetings, défoncé sans doute, est grotesque. C'est vrai qu'il est grotesque en meeting, mais à la limite, est-ce que le meeting a à voir avec le monde moderne? Le monde moderne, c'est le monde du face-à-face individuel, c'est le monde du virtuel, c'est rarement le monde qu'on est encore en train d'incarner là, c'est-à-dire d'un homme face à une masse. En général, il y a des médiations, il y a tellement de médiations, je veux dire, médiatiques, électroniques, que finalement, on a bien vu que dans le débat du deuxième tour, qui est entièrement codifié de A à Z, c'est quelque part Macron qui a gagné, alors que Marine est sans doute un peu meilleure en meeting, même si je le rappelle quand même, on a découvert, ça aussi c'est à mettre au discrédit de Marine Le Pen, qu'elle était assez douée pour lire sur des prompteurs des discours écrits par d'autres, même sachant parfois pas qu'ils avaient été lus par Fillon 15 jours avant, tellement les mecs font mal leur travail, vous vérifierez quand même. La façade méditerranéenne, foyer des civilisations humaines parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Il y a aussi trois frontières terrestres. Les Pyrénées d'abord, qui engagent la France vers cet immense ensemble qui est le monde hispanique et latin. Nos Alpes, qui nous ouvrent vers l'Italie, notre sœur. Et au-delà, l'Europe centrale, balkanique et orientale. C'est vu sur Internet, et qu'elle lit ce discours écrit par d'autres sur des prompteurs face à un public captif, c'est-à-dire des gens qui sont venus pour l'applaudir. On est presque dans un karaoké, là, vous voyez, mais que c'est tout à fait autre chose de faire ce que je fais moi depuis des années, c'est d'être capable de porter la contradiction à des gens qui veulent vous faire la peau, avec une capacité de saut analogique, une capacité de vision synthétique, une culture générale qu'elle n'a à aucun moment, à aucun endroit. Voilà, ça c'est clair. Et là, on a vu les limites totales du personnage. Et je le dis bien pour moi aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est un boxeur
qui est allé au championnat du monde, comme on fait, qui est monté, puis à un moment donné, il prend un KO au premier round. Et là, c'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir penser les choses et autrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut être contre le Front National, mais ça veut dire que de toute façon, les cartes sont redistribuées. Parce que, là, je finis sur mon analyse Zemmour, l'idée que le Front National puisse servir de force d'appoint à une droite Fillon, et finalement, quelque part, co-gérer à un moment donné la France, ce qui aurait été quelque part ce qui serait arrivé aux législatives, c'est pour cette raison qu'il y a eu le coup d'État Macron. C'est pour pas que ça arrive. Et maintenant, ça n'arrivera pas. C'est fini. Il y a le parti unique du centre et il n'y a plus de possibilité de jonction progressive à travers des médiations comme la Manif pour tous, à travers l'inflexion sociale, sans doute par le catholicisme et les réseaux de Fillon, de quelque chose, effectivement, qui aurait pu donner une union des droites où le Front National aurait pris sa place à côté de Fillon par les législatives, etc. Je pense que le coup d'État Macron a été pour empêcher cette possibilité qui était le vrai danger par rapport au nouvel ordre mondial, et que cette chose-là est finie. Alors à quoi ça nous amène quand on dit que cette chose-là est finie? Ça veut dire que l'union des droites, c'est plus possible. Et ça veut dire surtout que la progression de Marine Le Pen, grâce à Philippot, que je n'attaque pas du tout, parce qu'au moins lui, il a un cerveau. Le problème, c'est quand le cerveau du numéro 2 est plus puissant que le cerveau du numéro 1, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et surtout que le problème, c'est que Philippot n'est pas le Front National. Il est l'aile gauche du Front National. Or, il y a une aile droite au Front National, vous l'avez vu. Ça se voit déjà par des clans, c'est-à-dire il y a les gens d'Hénin-Beaumont, et puis il y a les gens de la Côte d'Azur. Hénin-Beaumont, c'est le Front National social. On voit bien d'ailleurs qu'ils sont majoritaires au nord-est de la France. Et le Front National du Sud, c'est le sud-est de la France. En haut, ils sont plus sur la question sociale et en bas, plus sur la question, on va dire, ethnique. Hein, on dirait raciale, pour reprendre les mots des médias dominants. Hein. Et que Marine Le Pen, ça je le dis, au lieu de se tenir au-dessus des partis et de ces deux factions et d'être à équidistance de Philippot et de Gollnisch ou de Philippot et de Marion Maréchal, et comme elle n'a pas réellement de pensée, a été collée à Philippot et a créé un déséquilibre dans lequel s'infiltre l'ennemi, c'est-à-dire Collard, Ménard, etc., qui mènent le combat de l'union des droites, qui d'ailleurs aujourd'hui est périmé, contre un Front National qui aurait été, comme le dit bien Sapir, qui pour moi est le vrai type qui pense dans cette bande-là, un Front National qui est un souverainiste à 3 niveaux, d'abord souverainisme social, puis souverainisme politique, et enfin souverainisme ethnique, car on ne peut atteindre le souverainisme ethnique, c'est-à-dire lutter contre le grand remplacement, que si d'abord on gagne des élections sur le terrain de la quantité, puisque les élections sont des travaux quantitatifs, par le seul souverainisme qui est présentable au peuple de France, en raison de ses fondamentaux, de la puissance des médias et de son histoire, qui est le souverainisme social. C'est-à-dire que pour les cons d'extrême droite qui pensent que Marine a perdu les élections parce qu'elle n'a pas assez tapé sur l'islam, je rappelle que le racisme affiché en France, c'est 2%. Hein, c'est-à-dire que Marine, justement, parce qu'elle a socialisé son discours sur Hélène Philippot, est quand même passée, l'air de rien, de 18 à 33. Donc c'est pas que c'est un échec, c'est que malheureusement, comme je le dis, 33, c'est pas 50,1. Et que je ne vois pas comment aller à 50,1 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que compte tenu du parti unique que Macron a mis en place, aujourd'hui on voit bien que le vrai problème du Front National, c'est quoi? C'est Mélenchon. C'est-à-dire celui qui a compris, en partant de l'extrême gauche, on va dire antifasciste et antiraciste, qu'il fallait incarner un néo-nationalisme social avec une vraie épaisseur, on va dire, une vraie épaisseur d'analyse, hein, c'est-à-dire, en fait, ce qui est en train de drainer Mélenchon avec la complicité du système, pour que le Front National ne puisse plus progresser par sa gauche du côté de ses ouvriers et de ses jeunes, on va dire, c'est-à-dire les gens qui ont une conscience sociale, soit par les études, soit par la praxis, et on voit bien aujourd'hui que Mélenchon est quand même mis en scène par le système, car il est celui qui va pouvoir demain aller repiquer les ouvriers et les jeunes que j'avais amenés, je le fais remarquer, parce que si Philippot est venu, c'est parce que je suis venu d'abord, et je rappelle que c'est moi qui ai produit les discours du BBR et le discours de Valmy, hein, et tout ce virage, on va dire, à gauche, social du Front National. Mélenchon est là pour les reprendre. Hein, voilà. Donc quand vous avez le parti central unique, Macron, qui règne et qui terrorise la gauche et la droite résiduelle, traditionnelle, pour en faire ce qu'ils veulent selon la nécessité, en appelant d'abord un Premier ministre de droite, et puis si c'est la catastrophe dans 2 ans, Mélenchon comme Premier ministre, et Mélenchon acceptera. Hein. On a bien aujourd'hui un Front National qui risque d'exploser en 2 parties, entre les, on va dire, les identitaires du Sud et les sociaux du Nord, parce que Marine a été incapable de produire la doctrine de conciliation de ces 2 tendances qui s'appelle gauche du travail, droite des valeurs, et que je propose depuis 10 ans. Elle ne l'a pas fait, et ce n'est pas fait, et ce n'est plus faisable à mon avis. Hein. Et deuxièmement, nous avons Mélenchon qui va être aidé par le système pour de plus en plus incarner la résistance sociale, comment dirais-je, souverainiste. C'est-à-dire que lui, il vient du social pour aller vers le souverainisme. Marine et le Front National est allé du souverainisme vers le social. Mais aujourd'hui, on a donc ce gros problème. L'union des droites n'est plus possible car la droite n'existe plus. Nous avons un parti central unique. Et à gauche, on est bloqué aussi par Mélenchon. Hein, c'est-à-dire que le Front National, à mon avis, qui est monté à 35,
même si la crise s'aggrave et si, normalement, tout donne raison, on va dire, aux souverainistes français dont nous sommes, je pense que le maximum qu'a pu atteindre et le personnage de Marine et sa logique de dédiabolisation, c'est ce qui s'est passé au deuxième tour. Et que maintenant, je veux dire, les cartes sont rebattues. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous, si je veux être utile, et faire du métapolitique sérieux, c'est vous faire bien comprendre et faire comprendre aux gens qu'en réalité, Macron est minoritaire en France. Même s'il a gagné avec 66%, c'est de la poudre aux yeux. D'ailleurs, vous remarquez bien que son sacre est complètement une mise en scène de type chute de Saddam Hussein ou chute de Tripoli. En réalité, c'est du médiatique. S'ils ont pris le carré du Louvre, c'est parce qu'ils peuvent pas défiler ni à la Bastille, ni à la Concorde, parce qu'il n'y a pas assez de monde. En réalité, sur les Champs-Élysées, il n'y avait pas grand monde non plus. En réalité, nous sommes face à une sidération qui est la prise du pouvoir par Macron, mais qui n'est pas, malgré les scores, un plébiscite. En réalité, c'est exactement comme Chirac avait fait le plus faible score au premier tour d'un candidat de droite face à Le Pen, mais il avait fini à 82%, ce qui était l'illusion d'un énorme succès. Là, on a un type qui a été élu, qui est jeune, moins de 40 ans, qui a été élu avec 65% des voix, on peut se dire, c'est un succès énorme. En réalité, il y a eu un braquage, quelque part, très très bien fait, hein, un braquage mondialiste sur la France. On ne peut pas reprocher à Marine Le Pen d'avoir pas pu faire plus que ce qu'elle a fait. Elle aurait été meilleure que ce qu'elle a été, elle n'aurait pas fait 33, elle aurait peut-être fait 42, même en rêvant 45, mais elle n'aurait pas pu gagner de toute façon. Et de toute façon, avec je vous dis, avec la redéfinition de la politique française avec Macron, pour l'instant en tout cas, le travail qu'on peut faire nous, c'est d'avoir conscience que les souverainistes de droite, on va dire le Front National dans sa version actuelle, hein, c'est-à-dire Philippot, Marine, et on va dire les mélenchoniens, c'est-à-dire ceux qui se mettent à bouger derrière Mélenchon, qui sont les souverainistes de gauche. Donc je mets à part le personnage de Mélenchon et les hypothèques qu'on peut faire dessus, et le personnage de Marine et les hypothèques que je fais dessus, mais je parle des gens qui votent Front National et des gens qui sont tentés par le vote Mélenchon. Ces deux courants qui sont des souverainistes se rejoignent sur des tas de points et sont majoritaires en France. Or, le système est là pour empêcher que jamais ils ne marchent ensemble. Or, nous, on s'appelle Égalité et Réconciliation. On a monté un parti, d'ailleurs, qui s'appelait Réconciliation Nationale. Et on a toujours fait de la réconciliation nationale. Alors, les cons disaient, vous faites de la réconciliation nationale entre les musulmans et les catholiques. Non, c'est bien au-delà de ça depuis toujours. On faisait de la réconciliation nationale entre la gauche du travail et la droite des valeurs. On faisait de la réconciliation nationale, justement, entre souverainistes sociaux et souverainistes, on va dire, culturels, pour ne pas dire ethniques. On fait de la réconciliation nationale, car, effectivement, nous, les souverainistes, les néo-nationalistes, les nationalistes, si vous voulez, il n'y a pas de honte à avoir, on est majoritaire en France. Mais le système de diabolisation, le système électoraliste, fait de toute façon que nous sommes battus à chaque fois, puisqu'effectivement, il y a ceux qui vont être tentés par le vote Mélenchon, et ce qu'il représente, et ce qu'il va représenter, et lui, croyez-moi que pour l'instant, il ne va pas être trop diabolisé, hein. Il faut qu'il est là pour servir de digue à la progression du Front National sur le vote ouvrier et le vote des jeunes. Et je pense que Mélenchon, c'est déjà plus le vote des jeunes que le Front National. Je pense que dans les dernières élections, il était le vote des jeunes. Il est passé devant le Front National comme vote des jeunes. Pourquoi ? Parce que l'air de rien, il est plus appétissant que Marine Le Pen dans son discours. Il faut aussi le dire, il a plus de talent. C'est un mec qui est formé, il est dialecticien, il sait improviser comme Soral. Marine Le Pen est incapable de tout ça. Et il n'a pas des cons au premier rang qui disent on est chez nous. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire aux pauvres gens, même ici, que nous ne sommes plus chez nous. C'est ça qu'il faut dire d'abord pour commencer. Et comment faire pour redevenir chez nous ? On n'est pas chez nous, on est locataires précaires des Rothschild, hein, il faut bien le dire. Hein, et qu'on décidé de nous coller comme voisins de palier. Et qu'on décidé, nous, pauvres blancs précaires, de nous coller comme voisins de palier, effectivement, on va dire de l'immigré, qu'on aura bien éduqué pour qu'on s'engueule sur le palier, vous voyez, parce que ça aussi, c'est la guerre horizontale bien organisée pour que jamais, justement, ceux qui devraient s'unir contre leur exploiteur commun restent bien dans la stérilité de la lutte horizontale. C'est les années de plomb en Italie, enfin, c'est la stratégie du diviser pour régner, c'est ce fameux triangle qu'il faut expliquer, effectivement. Il y en a un qui est là, puis il y en a deux qui sont là, il se maintient là parce que les deux qui sont là s'annulent réciproquement. Hein, c'est un symbole du triangle qu'on voit partout, y compris derrière Macron le soir de son sacre. Le symbole vient toujours là pour accompagner le réel, hein, il n'y a aucun problème. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, demain ? C'est du travail de métapolitique, c'est du travail qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à mon avis. C'est faire comprendre aux gens tentés par le vote de Mélenchon
qu'ils ne sont pas les ennemis des gens qui votent ou votaient pour le Front National. Et qu'en réalité, tant qu'ils n'accepteront pas de marcher ensemble au moment de certaines élections, ils seront systématiquement battus par le parti unique, on va dire, mondialisto-macronien. Et je ne vois pas quel autre travail on peut faire aujourd'hui, d'un point de vue moral et d'un point de vue stratégique et d'un point de vue électoral. Car en réalité, même si je peux dire tout le mal que je peux dire sur Mélenchon, en termes de CV, hein, c'est un type qui n'a jamais été proche des travailleurs, puisqu'il était dès le départ trotskiste, et pas, je dirais, stalinien, pour empêcher un bon mot. C'est-à-dire que moi, j'étais au PCF. Pour moi, qui était au PCF, le pire ennemi n'a jamais été la droite ou l'extrême droite. C'était ce qu'on appelle les sociotraîtres. C'est-à-dire, c'était les manipulateurs trotskistes ashkénazes du monde ouvrier contre les vrais représentants légitimes et les vrais leaders du monde ouvrier. Hein. Dès le départ, si vous regardez les photos de Mélenchon, c'est un jeune gauchiste à cheveux longs qui immédiatement rejoint, comment dirais-je, le trotskisme, qui après rejoint le Grand Orient de France, qui en est le prolongement, hein, c'est-à-dire la maçonnerie de gauche, très très marquée aussi de ce point de vue-là, qui est un mitterrandien, c'est-à-dire celui qui a donné le baiser de la mort au PCF et qui a tué le Georges Marchais de Montigny-les-Corbeilles, celui qui disait déjà en 82 ce que disait le Front National aujourd'hui sur le danger de l'immigration pour le dumping social et la destruction de la solidarité populaire, etc., etc. Hein. Il a appelé à ratifier le oui à Maastricht, qui était le moment décisif de la soumission de la nation française à la BCE. Donc il a vraiment un très mauvais CV jusqu'à un certain point, mais quand même, comme on peut se dire qu'il peut-être qu'il se voit un destin personnel et qu'il a été l'humilié de du PS incarné par Hollande. Il n'a jamais eu ce qu'il voulait au PS. Il a peut-être compris un peu, on peut peut-être le penser, qu'il pourrait avoir un destin national aujourd'hui s'il incarnait quelque chose qui le fait rêver dont il n'a jamais été, c'est-à-dire le leader du monde du travail, le leader du monde ouvrier. Il a refusé d'appeler à voter Macron. Ce qui est très important symboliquement, c'est qu'il n'a pas prononcé le non. Ce qui est quand même important, il s'est fait tordre le bras par le Grand Orient, qui l'a menacé d'expulsion. Donc, on est quand même, nous, dans une logique de générosité et de main tendue. On se dit que, de toute façon, il faut absolument tendre la main aux électeurs de Mélenchon. Il faut peut-être penser que Mélenchon se voit un destin national et qu'il connaît, en gros, ce qu'il peut incarner. Alors au pire, ça serait le Tsipras français, c'est-à-dire d'être le deuxième Premier ministre d'un deuxième gouvernement de cohabitation qui, après avoir été centre-droit, aurait été centre-gauche, puisque maintenant, dans cette logique inversée, la gauche et la droite sont là pour faire le tapin, pour pérenniser le parti unique. Et on sait très bien, par exemple, si Macron applique son programme économico-social demain, dans 2 ans, ça va être un tel chaos que peut-être son salut, ça sera d'appeler Mélenchon comme Premier ministre. Ça serait une très belle stratégie. Et Mélenchon ne peut qu'accepter, puisqu'avec ça, il se dit, je monte l'avant-dernière marche qui peut m'amener à la présidentielle d'après, nous empêche dans un régime de 5 ans où on est en pré-campagne des 4 ans comme aux États-Unis. Donc on peut se dire que Mélenchon peut être tenté d'une espèce de coopération avec le système et d'être le nouvel idiot utile du système après finalement le Front National, parce que le constat c'est bien de montrer que le destin du Front National c'est de faire élire systématiquement celui qui est en face de lui. Ben, laissons quelque part à Mélenchon ce rôle transitoire d'idiot utile du système, mais peut-être avec une petite idée derrière la tête à un moment donné, c'est qu'il voudrait peut-être incarner quelque chose de plus. Donc ça veut dire, arrêtons peut-être de tirer à boulet rouge sur Mélenchon à partir de maintenant, ce que j'ai fait jusqu'à l'élection présidentielle, car j'étais un bon militant qui travaillait pour la présidentielle, hein, et de se dire qu'il y a derrière Mélenchon une dynamique de la France insoumise qui n'est pas totalement à rejeter, puisqu'il y a derrière des gens qui sont issus du monde ouvrier, avec une grosse conscience politique. Il y en a maintenant, il n'y en avait pas avant, et si la dynamique se prolonge, il n'y aura pas que des profs de l'UNEFIDE derrière lui, antiracistes et antifascistes. Il y aura de plus en plus des gens qui sont formés intellectuellement. Je pense qu'il y a même ici des gens qui hésitent aujourd'hui, peut-être au niveau électoral, entre le Front et peut-être demain Mélenchon, parce qu'il y a beaucoup de déçus de l'échec mariniste. Donc je pense que c'est intéressant, nous, métapolitiquement, de montrer que les tentés par le Mélenchon et les déçus du Front National sont quelque part d'un point de vue social un peu les mêmes gens, et que ce sont en fait des gens qui ont intérêt à sauver la France et qui ont la même, comment dirais-je, qui vont subir les mêmes souffrances si le mondialisme continue à dominer sur la division, on va dire, de ces souverainistes de gauche et de droite. Hein. Donc je pense que dès demain, et même dès maintenant, je le fais, c'est ce travail que nous devons faire, expliquer aux tentés par le mélenchonisme que le Front National, ce n'est pas ce qu'on a dit, hein, c'est le peuple français, le peuple du travail, absolument respectable, et expliquer effectivement aux gens du Front National que les gens tentés par le vote mélenchonien sont des gens qui ne sont pas si loin d'eux sur le plan social, sur le plan des intérêts objectifs, etc. Et surtout de dire que si à un moment donné, on réussissait ce que le système interdit, c'est-à-dire cette coopération des nationalistes de droite et de gauche, ce
qui aurait, si on veut transposer à la présidentielle telle qu'elle a été, que Marine Le Pen, quand la dernière semaine de l'entre-deux tours, n'appelle pas Dupont-Aignan comme Premier ministre, mais Mélenchon, vous voyez. Elle aurait dit, écoutez, moi je propose à Mélenchon d'être mon Premier ministre, puisqu'effectivement nous sommes des souverainistes et nous luttons contre le nouvel ordre mondial économique, et on voit bien que Mélenchon a changé sa position sur la Syrie, changé un peu sa position sur Poutine, qu'il y va un peu moins dans l'antiraciste et l'antifascisme, parce que ça c'est la bonne nouvelle, il faut qu'il y ait des bonnes nouvelles. L'antiracisme et l'antifascisme d'extrême gauche, aujourd'hui, ça pèse même pas 1%. C'est j'ai même plus leur nom là, Poutou, voilà, Poutou, c'est un politique. Ça fait rigoler à la limite. D'ailleurs, il a choisi de faire rigoler. Hein. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire bouger les masses et les travailleurs sur l'antiracisme et l'antifascisme. Hein. C'est clair et net. Et ça, Mélenchon et ceux qui sont avec lui l'ont compris. Donc plus ils vont coopter, je dirais, des électeurs sur des concepts sérieux, moins ils pourront les trahir sur des conneries comme l'antifascisme et l'antiracisme. Hein. Ça, c'est quand même les choses intéressantes. Et de l'autre côté, la tentation de l'union des droites, des bas du front, ce qu'on appelle les deux doigts de front, soit incarnés par Alliot, soit par Collard, parce que eux, c'est les qui sont là pour effectivement empêcher que le Front National puisse être un jour un parti de gouvernement sur des fondements réellement nationalistes, sur le plan des deux critères importants, c'est-à-dire maîtrise de la monnaie, donc contrôle de l'économie et contrôle des frontières, donc contrôle de la composante, on va dire, ethnico-culturelle du pays. Hein, voilà. Donc on voit bien que d'un côté, de toute façon, la tentation de servir de force d'appoint à la droite traditionnelle n'est plus à l'ordre du jour dans on va dire dans le pouvoir macronien qui est quand même là pour peut-être durer un certain temps. Et de l'autre côté, effectivement, à gauche, plutôt que de lutter à mort contre les tentés par le mélenchonisme, plutôt dire nous ne pourrons accéder au pouvoir en tant que peuple, hein, et il n'y a qu'un seul peuple, hein, je crois, en France, que si nous acceptons à un moment donné de marcher la main dans la main, et donc de reconnaître que ce qui nous empêche de marcher dans la main, ce n'est pas la réalité de notre base sociale ou la réalité de nos combats, mais la diabolisation médiatique et politique. Donc à un moment donné, il faudra dire, nous, c'est vrai quelque part, c'est souvent les gens de gauche qui sont les plus racistes envers les gens de droite, hein, on l'a remarqué, hein, parce que sûrs d'être dans le sens de l'histoire et arc-boutés sur leur antifascisme de pacotille, et alors qu'effectivement de l'autre côté on a souvent des mains tendues. Je veux dire, l'évolution du Front National depuis que j'ai rejoint moi le Front National en 2006, c'était une main tendue à la gauche sociale. Hein. Il faudrait aussi à un moment donné que la gauche sociale tende la main à ce que représente le Front National, c'est-à-dire la notion que la nation protège le peuple, la notion de nécessité effectivement des nations contre la destruction mondialiste, etc. Ce vers quoi vont petit à petit les mélenchoniens. Hein, ils y vont, on va dire, pour des raisons, je dirais, hegeliennes, hein, c'est-à-dire un peu à reculons, mais ils y vont quand même. Voilà. Donc, je ne vais pas aller tellement plus loin que ça. Il est évident, si on essaie de prendre de la hauteur et de comprendre ce qui se joue, qu'il y avait beaucoup plus que Macron derrière Macron, et qu'il ne faut pas s'arrêter à Macron, que le pouvoir actuel, effectivement, c'est ce parti unique, gauche-droite, effectivement, avec au tapin aujourd'hui une gauche historique archi-minoritaire et résiduelle, et une droite historique qui est représentée parfaitement par Fillon, son inconsistance et sa soumission, et sa naïveté, quelque part, et encore ce qui s'appelle le Front National, mais qui risque de muter d'une façon ou d'une autre, de gré ou de force, et qui s'appellera peut-être plus comme ça demain, et qui n'aura peut-être plus les mêmes gens à leur tête, mais avec effectivement ces 10 millions d'électeurs qui sont ce qu'il faut sauver, hein, les électeurs du Front National. Marine, j'en ai rien à foutre, hein, je vous le dis, parce que la personnalisation du régime, on n'en a rien à foutre. Marine n'est pas Napoléon, ce n'est pas De Gaulle, elle a hérité d'une boutique par hasard que lui a filé son père, elle n'avait pas de destin au départ, et je veux dire, je ne vois pas pourquoi je m'attacherais à la personne de Marine Le Pen, je n'en ai rien à foutre, et à la limite, peut-être qu'elle devrait partir, hein, pour ne pas aujourd'hui plomber l'avenir des électeurs du Front National qui sont les Français en souffrance, ce qu'elle n'est pas. Car je le dis clairement, elle ne peut pas comprendre la gauche du travail ni de la droite des valeurs parce qu'elle n'est ni de l'un ni de l'autre. Hein. Elle n'est pas issue du monde du travail, elle n'est pas de la vraie bourgeoisie catholique cultivée. Hein. Elle est de la nouvelle bourgeoisie de la banlieue ouest. Donc, pour finir là-dessus, nous devons absolument réconcilier demain par du travail politique sérieux, on va dire les déçus du marinisme dont je fais partie et les tentés par le mélenchonisme. Hein. Parce que, ensemble, nous sommes majoritaires. Les gens qui sont tentés par ces deux voies sont ce qu'on appelle le peuple de France, le peuple du travail, réellement, et les macroniens qui sont en fait on va dire des mondialistes qui ont fait
on va dire un coup d'État sur la France, sont été minoritaires à tous les niveaux. Ils sont minoritaires quantitativement et surtout ils sont minoritaires dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont comme projet est un projet qui, si les gens qui avaient voté pour eux pouvaient le comprendre, les 3/4 de ces gens ne voteraient plus pour eux. En réalité, les gagnants du macronisme sont ultra minoritaires en France, si on fait une analyse économico-sociale de ceux à qui ça va rapporter, hein, bien évidemment. La logique généralisée de la start-up et de l'ubérisation, plus d'envoyer l'armée française là où l'armée américaine ne veut pas avoir de morts, ça ne fait pas 66% de la population. Si on réfléchit bien, ça en fait très très peu. Voilà. Donc, d'où la nécessité d'un travail de métapolitique et d'information, et la nécessité d'un travail de réconciliation nationale, tel que je viens de le redéfinir aujourd'hui. Voilà. Et je peux le dire d'autant plus facilement quant à ma violence sur le Front National, que ça fait des années que je fais, d'une certaine manière, que je travaille pour le Front National, à essayer d'élargir son électorat, à essayer de le réconcilier avec des populations, soit venant de la gauche, soit venant de l'immigration, soit venant même du milieu intellectuel, pour montrer que ça méritait bien mieux que les caricatures que le système en a fait. Mais je fais remarquer que tout ça m'a valu des mises en danger, effectivement, parce que j'ai été obligé d'assumer mon nationalisme face à des populations, soit parce qu'elles sont trotskistes, soit parce qu'elles sont d'origine immigrée, qui me le reprochaient, puisqu'effectivement la ligne du Front National a toujours été assez fluctuante. Tantôt Marine disant que l'islam et la France étaient compatibles, l'a dit il y a quelques mois, qu'on pouvait être musulman et être compatible avec la France, tantôt disant pratiquement le contraire, c'est-à-dire un manque d'unité doctrinale, un manque de sérieux doctrinal. Hein. J'ai fait un énorme travail jusqu'à hier, jusqu'à la présidentielle du Front National. Ça m'a valu je crois, j'ai fait l'addition 20 000 € de condamnation par des gens du Front National, c'est-à-dire, je rappelle, comment il s'appelle, Choprad, que j'ai aidé à faire élire, que j'ai aidé officiellement à faire élire, s'est retourné contre moi le lendemain et m'a fait condamner plusieurs fois. Et Louis Alliot se vante de m'avoir fait condamner effectivement parce que je l'avais traité de à une époque où il n'avait rien trouvé de mieux que d'aller valider par sa présence les colonies illégales en Cisjordanie à côté d'un gros syndicaliste qui ne représente rien qui s'appelle Touris. Voilà. Je dis à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre de se battre et de se mettre en danger. Je parle des gens qui militent au Front National, qui votent Front National avec tous les risques que ça leur fait prendre par rapport à leurs voisins, par rapport à leur famille, etc. Et je le porte moi-même, pour des gens qui, le soir de la défaite, 2 jours avant la défaite, se vantent de me combattre en se foutant complètement des votes que moi et Dieudonné pouvons amener. Je rappelle que Dieudonné a appelé à voter Front National, ce qui est quand même incroyablement courageux, compte tenu d'où il vient et ce qu'il représente, mais que lui remplit les zéniths, hein, de façon beaucoup plus légitime que Marine elle-même, hein, je le fais remarquer quand même, parce que les gens qui payent, ils le payent pour son talent, hein, c'est un peu différent. Et puis lui, il écrit ses textes lui-même, hein, et il sait les dire, hein, c'est quand même autre chose. Hein. Et puis, le soir du 2e tour, après la défaite, qui effectivement nous a consternés, parce que moi, je le dis aussi, si je vote Front National à un moment donné, c'est que moi, la victoire de Macron, ça me met réellement en danger, n'oubliez pas. 250 000 € de condamnation, plus de 40 procès, j'ai pris là de la prison ferme récemment, hein, n'oubliez pas. Et les gens des associations terroristes se réjouissent et se vantent de me mettre bientôt en prison. Moi, le soir de la défaite, je ne danse pas sur du Jean-Jacques Goldman, hein, parce que effectivement, j'y ai perdu. Et je me demande, moi, si Marine Le Pen a perdu, et qu'est-ce qu'elle a perdu le soir de la défaite? Elle n'a pas perdu grand-chose, elle garde sa boutique et elle coupe toutes les têtes qu'il faut pour la garder coûte que coûte et jusqu'au bout. Et en fait, elle aurait peut-être beaucoup plus perdu au niveau de sa vie de tous les jours et de ce que ça représente si elle avait gagné les élections. Parce que là, il fallait effectivement qu'elle assume le pouvoir. Et peut-être que ça... Et je pense que ces gens-là savent, et moi je le sais, parce que je subis, et eux le savent sans doute parce qu'ils ne veulent pas subir, que réellement assumer le pouvoir et prendre le pouvoir face à ceux qui l'ont et qui veulent que vous ne le preniez pas, c'est mettre sa vie en danger. Je dis bien ça. Et que la première catégorie qu'il faut dominer en politique et comprendre en politique, ce que j'explique à Asselineau mais qui ne veut pas comprendre, la catégorie majeure de la politique, c'est ce que les Romains appelaient l'ultima ratio, c'est-à-dire la violence. Hein, c'est-à-dire que quand on peut plus vous battre par aucun moyen, on vous tue. D'accord ? Hein, ça commence par ce que je subis moi au Dieudonné, contrôle fiscal, agression physique, diabolisation intégrale, procès à répétition, peine de prison avec sursis puis prison ferme. Et après, si ça ne va pas assez loin, effectivement, il y a menace sur la famille, ma femme, mon ex-femme, ma fille, ma belle-mère, la tante de ma femme, vous vérifierez tout ça, tout ce qui s'est passé, si vous voulez chercher avec Hulcan, etc., à quel point ça va loin, hein, ça va très loin. Et je dis, quand Marine Le Pen danse le soir du 2e tour sur du Jean-Jacques Goldman, c'est parce qu'en fait, elle est soulagée et libérée. C'est la fièvre du samedi soir, elle va danser après la semaine de boulot. Hein. Elle n'est pas en train de contempler Waterloo et de se dire que c'est la fin de la France. Elle se dit, ouf, ça y est, j'ai fini mon boulot, ça va mieux, et j'ai échappé au pire. Hein, voilà.
Et donc ça, moi je ne l'oublie pas, et je pense aux 10 ou 11 millions d'électeurs du Front National, je pense à tous ceux qui ne voteront pas Front demain parce qu'ils sont attirés par Mélenchon, ou que l'union des droites n'est plus possible, effectivement, et en fait qu'ils voulaient aller au tapin et à la gamelle, mais je dis que justement, c'est très intéressant quand on s'appelle Égalité, Réconciliation et Réconciliation Nationale, parce que je vous rappelle qu'on a créé un parti qui existe, et qu'on a mis en sommeil parce qu'on ne voulait pas nuire au Front jusqu'à l'échéance présidentielle, mais ce parti existe, qui s'appelle Réconciliation Nationale, et je pense que ça, finalement, ce qui s'est passé, la victoire du macronisme et la défaite de Marine, et de Marine toute seule finalement, parce qu'elle a voulu que ce soit Marine, et ben c'est la défaite de Marine, c'est pas la défaite du Front National, c'est la défaite d'un prénom et d'un balai de chiottes qui ressemblait vaguement à une rose sans épines. Parce qu'effectivement, ça n'existe pas les roses sans épines. Rappelez-vous de ça. Et il n'y a pas de rose bleue dans la nature, le bleu n'existe pas. Donc c'était complètement artificiel et faux. Et finalement, les symboles sont toujours très 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 explicites. Voilà. Mais demain, effectivement, il y a des millions et des millions de Français qui sont contre la dictature Macron, qu'on empêche de s'unir, avec certains qui ont intérêt à ce que l'union ne se fasse jamais, le pouvoir lui-même, mais peut-être des boutiquiers qui sont contents de rester des boutiquiers à 15, même à 35%. Enfin, de toute façon, ça va redescendre, à mon avis. Hein. Et nous, effectivement, on est positionnés idéalement, d'une certaine manière, pour continuer ce combat authentique, hein, qui s'appelle le salut de la nation, effectivement, en faisant ce travail de réconciliation nationale, qui est à la fois métapolitique avec ER et politique avec réconciliation nationale. Si demain on a une raison de le pousser un peu plus, on n'a plus de raison de ne pas le faire. Voilà. Et c'est effectivement, je pense, notre travail et notre réalité à tous ici, à l'exception peut-être d'un ou deux, mais qui sont là par hasard et qui de toute façon sont les bienvenus. Et je pense que là, on va citer Carl Schmitt pour finir. Nous avons des ennemis prioritaires et des ennemis secondaires. Il faut toujours bien les hiérarchiser, ce qui effectivement n'a pas été fait le soir du deuxième tour, quand Marine Le Pen a prétendu que Macron était la marionnette de l'UOIF. Voilà. Il y a des défaites qui sont méritées. Merci. Et j'ai oublié le dernier truc. C'est que, comme je l'ai dit dans une récente allocution de façon assez vulgaire, je pense que, là c'est là-dessus où je rejoins plus mon camarade que celui-là, que le salut de la France ne passera plus demain par les burnes que par les urnes, hein, et que je pense, quand on regarde la réalité du monde actuel dans ses tensions maximales, nous avons d'un côté un Trump, un Poutine, un Erdogan, un Orban. Je pense que le monde des Merkel, des Hillary Clinton et celle qui avait inauguré tout ça, la vieille anglaise, Thatcher, le monde de la bonne femme, c'est un peu fini. La politique, c'est un truc qui demande des couilles, et c'est quand même un truc d'homme, historiquement. C'est comme ça depuis toujours, et c'est un peu une arnaque de nous faire croire que c'est un truc de bonne femme. En réalité, c'est quand même un peu une escroquerie. C'est pas pour rien qu'on nous a fait passer la parité. Voilà. Et je pense que c'est aussi quelque chose à bien intégrer. Voilà. Il va falloir demain être un peu plus que télégénique pour faire de la politique.